Bonjour à tout le monde. Donc, merci à la Fête de Rue de m'avoir permis de... merci de m'avoir invité, d'avoir permis de m'exprimer sur ce sujet. Alors en fait, je vais vous livrer un travail qui est le fruit d'une enquête de terrain en fait, que j'ai fait l'année dernière sur quelques mois dans le cadre de la préparation de la journée nationale de la Fédération française des centres de soins non programmés. L'idée, c'était de faire un peu un état des lieux et de voir un petit peu ce que ça pouvait apporter. Ça s'est traduit par la visite d'une douzaine de centres, beaucoup d'entretiens avec les acteurs qui travaillent dans les centres, mais qui travaillent aussi autour des centres. J'ai rencontré quelques institutions là-dessus, et puis des recherches sur Internet. Alors, d'abord, pour aller assez vite, les problématiques du premier recours, on les connaît tous. La première, moi, celle qui me préoccupe, et à mon avis, c'est la number one, c'est l'accès aux soins. C'est-à-dire qu'il y a une grande difficulté pour soigner nos concitoyens, ils n'arrivent plus à le faire dans notre société. S'ils n'ont pas de réseau amical ou familial, c'est super compliqué pour trouver un toubib, et je ne parle même pas de ceux qui s'autocensurent et qui renoncent aux soins. On a une pénurie de volume horaire médical disponible, je ne reviens pas dessus. On a un phénomène qui est transversal, qui est en train d'impacter grandement l'offre de soins, c'est ce fait que les nouvelles générations ne sont pas comme les anciennes, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de mieux équilibrer vie privée, vie professionnelle. Ça impacte tous les secteurs où il y avait un investissement en temps et en heure démesuré sur cette activité-là. On peut penser que c'est bien, on peut penser que c'est mal, j'en sais rien. En tout cas, c'est un fait. Il va falloir en tenir compte. Et puis, on a le quatrième fait, c'est la pénibilité du travail aux urgences. J'y reviens pas, on en a parlé. Il y a un vrai c'est même pas un sujet, c'est un chantier dans l'attractivité et dans la fidélité des médecins urgentistes qu'il faut tenir compte aussi. Alors, qu'est-ce qu'un centre de soins non programmés ? Bon, en fait, on ne sait pas trop. C'est un peu un truc un peu fourre-tout qu'on met. Donc, on a essayé d'approcher un petit peu des définitions. On pourrait dire que c'est un centre qui fait de la consultation non prévue ou non prévisible. Peut-être c'est ça. Mais si c'est ça, alors on n'a rien inventé de nouveau, parce que y a plein de structures qui font ça, les médecins généralistes le font, il y a des maisons de santé qui le font, il y a des SOS médecins qui le font, il y a des maisons médicales de garde. Et si c'était que des consultations, ce n'est pas vraiment des centres de soins, c'est des centres de consultation. Donc peut-être que l'appellation, déjà, en fonction de l'activité, ce n'est pas la même. Ce qui est ressorti sur quels sont les critères vraiment qu'on pourrait retenir pour définir un centre de soins non programmés, il y en a deux phares que j'ai retenus. Le premier, c'est d'avoir la possibilité de faire des actes sur place, et c'est le terme sur place qui est intéressant, avec la possibilité d'avoir accès à un petit plateau technique d'imagerie ou de biologie. Le deuxième critère qui semble intéressant, c'est d'avoir la possibilité de faire des soins sur place, à savoir de garder pendant un petit moment, une demi-heure, une heure, pour souvent des problèmes d'antalgie, un patient sur place, dans une salle, dans un box dédié, sans que ça impacte le fonctionnement du centre. Cette capacité finalement de soins non programmés, c'est est-ce que je peux faire des soins sur place ? C'est ça qu'on pourrait retenir comme les deux critères importants pour cette définition. Alors, qu'en est-il de l'évolution des centres de soins non programmés ? Ça existe, vous allez voir, je vais vous mettre des petites cartes. Ça existe depuis plus de 15 ans. C'était assez confidentiel, sauf qu'en fait, il y a eu le Covid. Et ensuite, après le Covid, il y a eu une explosion des centres de soins non programmés. Alors là, j'ai fait une petite étude. Alors, c'est purement déclaratif, ces chiffres-là, c'est-à-dire que c'est les données des manifestants, mais je n'ai pas les chiffres de la police. Grosso modo, qu'est-ce qu'on peut recenser fin 2022 ? On a 50 centres de soins non programmés qui sont recensés à la Fédération. On en a entre 20 et 25 chez MSI. On en a entre 15 et 20 aux centres médicaux 7 sur 7. On a 13 sur 11, mais j'en oublie sûrement. Grosso modo, et ça c'est encore du déclaratif pur, ça fait entre 2 millions et 2,5 millions selon ce que déclarent les centres sur leur site et ce qu'ils font. Avec, vous voyez, un écart type qui est monstrueux. Un écart type qui est quand même monstrueux. Je pense que la réalité, elle est quand même un peu autour de 2 millions, en dessous de 2 millions. Et pour vous illustrer cette dynamique, je vous montre un travail qui a été fait par une stat de l'Oru-Occitanie, Emmanuel Bonnet, que je trouvais très intéressant, où on a essayé de cartographier l'année dernière, de recenser autant qu'on pouvait les centres qui s'appelaient centres de soins non programmés. Alors, bien sûr, ce n'est pas du tout exhaustif, mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est la dynamique. On voit qu'avant 2018, il y en a très peu. Il y en a 18 qui sont créés en 2019. Vous voyez que ce sont surtout en rouge des cliniques privées, c'est-à-dire des centres de soins non programmés adossés à un établissement de santé. Vous avez quelques centres isolés qui fonctionnent comme un cabinet de médecine générale et quelques centres de soins non programmés adossés à l'hôpital, à des établissements publics.
Donc en 2019, finalement, on a une trentaine de centres ouverts en France. En 2020, il y en a 16. Pareil, dominante, vous remarquez, adossée à des cliniques privées, et on commence à avoir des centres indépendants qui s'ouvrent. Et puis alors, après Covid, ça explose. À partir de 2021, on a une explosion des centres de soins non programmés, là aussi quasiment répartis à part égale entre des établissements de santé ou des cabinets. Et cette dynamique, en fait, se poursuit de plus en plus. On a arrêté l'étude en 2022, mais en fait, la croissance, elle est exponentielle. Donc ça, c'est pour vous dire que c'est un phénomène qui est réel. C'est un phénomène concret. C'est un phénomène qui est en train de se passer. On peut ne pas en tenir compte, on peut être pour, être contre, mais on ne peut pas le nier, c'est quelque chose. Et il va falloir quand même qu'on arrive à les intégrer, parce que, comme toute activité humaine, si elle n'est pas régulée, ça part en sucette. Donc à un moment donné, il va bien falloir qu'on trouve un moyen pour réguler ces activités. Alors on y fait quoi? Je vais aller assez vite là-dessus. La très majorité font de la consultation de médecine générale. Très grande majorité des centres. Donc, est-ce que s'ils font que ça, on peut les appeler des centres de consultation non programmés? C'est une question. Il y a beaucoup de traumatologie, et puis ensuite, on trouve des pathologies assez simples qui sont digestives, urologiques, rhumatologiques. Souvent, dans ces pathologies-là, on voit la nécessité de faire une antalgie immédiate pour soulager le patient, ce qui lui permet après soit de rentrer chez lui dans le meilleur des cas, ou d'être adressé secondairement à un spécialiste ou ce genre de choses. Concernant les pathologies cardio, pneumo, neuro, on en trouve, il y en a dans les centres de soins non programmés, il y en a beaucoup qui en font. Ça dépend beaucoup de l'éloignement qu'ils ont par rapport à un service d'urgence de proximité. Si le service d'urgence le plus proche est assez éloigné, ils font beaucoup plus souvent ce type de pathologie. Par contre, s'ils sont entourés de services d'urgence, on les retrouve un peu moins. Il y a toujours une réticence sur ces types de pathologies, notamment en raison du potentiel évolutif. Qui y travaille? Là, je vais assez vite là-dessus. On trouve de tout. On trouve des médecins urgentistes, soit des médecins urgentistes qui ne font plus de médecine d'urgence, soit des médecins urgentistes qui sont à temps partiel. On trouve des médecins généralistes qui ont leur cabinet d'activité et qui de temps en temps viennent faire 1 ou 2 journées dans ces centres-là. Bien sûr, vous trouvez des infirmières, des manipulateurs en électroradiologie, ce genre de choses. On trouve surtout ce type de personnel travaille sous forme de statut libéral. Il y a des statuts salariés, ça existe aussi, mais c'est quand même beaucoup moins fréquent. Alors, dans quel environnement? Alors, comment ils travaillent? Actuellement, la création d'un centre de soins non programmés, c'est seulement soumis à l'approbation du Conseil de l'Ordre. Il n'y a pas d'autres phénomènes de régulation, il n'y a pas besoin de demander une autorisation. Donc, c'est difficile pour les conseils de l'Ordre de s'y opposer, surtout pour peu qu'il y ait un gros appui de la mairie ou de choses comme ça. Donc, c'est assez facile à créer là-dessus. Donc, pas vraiment de régulation. La très grande majorité de ces centres, la majorité sont adossés à des établissements, donc c'est une réorganisation, on prête des locaux, il y a une clinique privée qui prête des locaux à des médecins qui viennent travailler là-dessus, ce qui facilite l'accès au plateau technique. Quid de l'idée de travailler en coordination avec les CPTS et le SAS? Alors, il y a des endroits où c'est très bien fait, où c'est très fléché, ça c'est très intéressant. Ça limite beaucoup de conflits. Il y en a d'autres où ça ne marche pas, ou pas bien, ou pas du tout. Donc ça, c'est assez hétérogène. Concernant les filières, les centres de soins non programmés, souvent, ils ont des filières qui ne sont pas très formalisées. C'est je connais un tel qui est ortho ici, je connais machin qui est viscéral là-bas. Quelles sont les filières qui marchent le mieux? Celles qui ne posent aucun souci, c'est l'orthopédie. C'est-à-dire que ce sont des pathologies qui sont faciles à prendre en charge immédiatement, et très souvent, la prise en charge définitive, elle peut être décalée de 24, 48, 72 heures, c'est pas très soucieux. Plus difficile sur des pathologies révélant de viscérale ou urologie. Plus difficile d'avoir une filière formalisée, et la dérive ou le risque ou la difficulté à mettre en place ces filières pour ces pathologies-là, c'est bon, j'ai une cholécystite, j'ai l'écho, j'ai la bio, il est bien, est-ce que tu peux me le prendre en service direct? Oui, mais passe-le par les urgences. Non, en fait, il ne faut pas qu'il passe par les urgences, il faut que tu le prennes. Ouais, non, mais en fait, là, c'est compliqué, en fait, passe-le par les urgences. Ça, c'est des freins là-dessus qu'on a. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler avec les spécialistes. Alors, un modèle économique. Je vais prendre un petit peu plus de temps là-dessus. Ça, c'est une découverte qui est apparue au fur et à mesure de ce travail. Vous avez grosso modo 2 types de modèles économiques. Il y en a un qui est dominant et c'est celui qui croît le plus. C'est ce que j'appelle les centres de soins non programmés franchisés. C'est-à-dire ce sont des centres pour lesquels, quand vous installez, vous signez un contrat commercial avec une autre entité juridique.
Ça peut être soit des centres de soins non programmés qui sont financés par des fonds d'investissement, vous avez Urgence Med, CMSI, ou l'équivalent, c'est-à-dire des groupes d'individus, médecins ou autres, qui vont faire un GIE, qui vont faire une CELAR multisite, et qui vont ensuite développer des centres là-dessus. Quel est le modèle business là-dessus? En fait, ce modèle business, il repose sur deux choses. La première, c'est la reversion que font ces centres quand ils adhèrent à la franchise. Premier point, qui est souvent se traduit par un ticket d'entrée qui varie de tête autour d'une trentaine de 30 000 euros, ça dépend de votre contrat, entre 20 et 30 000 euros. Et vous avez un pourcentage de reversion de l'activité qui est de 9 à 12%, ça dépend tous les mois. Ça, c'est le premier modèle du business. Le deuxième modèle, c'est qu'en fait, ils marchent sur leurs fournisseurs. Je m'explique. Vous adhérez à une franchise, il vous dit, pas de souci, tu as besoin de mettre des attelles, moi je connais un fournisseur, il va te livrer les attelles, tu n'as rien besoin de faire, il te les fournit direct. Là, l'idée, c'est qu'en fait, le fournisseur qui va voir, c'est de lui dire, voilà, moi j'ai X centres de soins non programmés dans ma franchise, tu fournis toutes les attelles à ces centres, et moi je récupère 15% sur ton chiffre d'affaires. Donc voilà un petit peu les modèles qu'on écrit. Ce modèle-là, il est très rentable. C'est peut-être économiquement, il est très rentable. Il n'est pas du tout basé sur l'activité directement, en tout cas. On pourra en discuter, mais il n'est pas du tout basé sur l'activité, mais il est basé sur le fait d'ouvrir des centres. Et c'est peut-être y croit parce que c'est peut-être celui-là qui est le plus rentable. Il y en a un autre qui a un modèle qui est beaucoup plus minoritaire. Ce sont souvent des centres de soins qui sont isolés, qui sont financés par ceux qui y travaillent la plupart du temps. Là, le modèle économique, c'est le même qu'un cabinet de médecine générale. C'est-à-dire que les recettes, c'est l'activité, et donc c'est la rémunération de la sécurité sociale. Ça repose uniquement sur ça. C'est une rentabilité qui est très fragile pour la bonne et simple raison, c'est que maintenant les coûts, les charges de ces centres-là, ils sont difficiles à être compensés par la rémunération des actes, en tout cas pour ceux qui sont conventionnés en secteur 1. Il n'y en a pas beaucoup d'autres secteurs. Il y a très peu d'aide publique pour ces centres-là. Très peu. Dans la très grande majorité des cas, il n'y en a pas. Dans certaines régions, comme Grand Est et Arras, on sait qu'il y a des centres de soins non programmés qui ont été financés par les ARS de façon ponctuelle, mais partout ailleurs, et souvent, il n'y a pas d'aide publique. Et puis enfin, vous avez quand même des centres de soins non programmés qui sont financement public exclusif, avec des personnels salariés. C'est assez sporadique. Hein. De tête, il y en a un du côté de Auch, et puis il y en a un qui a une tentative du côté de l'Ariège. Ça, c'est très problématique parce qu'en fait, et puis il y en a un qui se monte dans le Gard, à côté de Nîmes. Là, il faut avoir les reins. C'est une vraie volonté politique parce que c'est un gouffre financier. C'est vraiment un gouffre financier. Donc là, c'est un vrai choix politique pour pallier à des déserts médicaux, par exemple, ce genre de choses. Voilà pour les différents modèles économiques. Alors, j'arrive sur les 4 dernières diapos. Quelles sont les raisons du succès? Pourquoi ça marche? Quels sont les avantages? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Pour les patients, c'est très simple, c'est que ça leur permet d'accéder rapidement à un médecin sur des plages d'ouverture qui sont assez larges, puisque ça va en durée d'ouverture de 10 à 12, voire 14 heures d'ouverture en continu sur ces centres-là, et ça dépend des centres, bien entendu. Ça répond à ce qu'on appelle le biais intellectuel. Nous, on veut tout de suite maintenant dans notre société. Hein. C'est je clique, je commande, je clique, je reçois, je clique, je paye, je clique, je m'en vais, je clique, je reviens. Voilà. Et bien là, les gens viennent parce que ça répond à leur désir d'immédiateté, des fois d'urgence ressentie, hein, d'urgence vraiment importante. Une fois vue, il n'en est peut-être pas une, mais quand même au départ, c'était ça. Et puis, on a quand même un discours qui revient très souvent, c'est au moins, je n'ai pas attendu 2 heures, 6 heures, 4 heures dans les services d'urgence pour mon doigt, machin, etc. Donc, les gens commencent à avoir en tête que quand je vais aux urgences, je vais attendre. Pour les médecins traitants, quels sont les secrets du succès? Alors, au début, il n'y en a pas. Au début, ils sont plutôt contre. Mais quand même, à l'usage, il y a des choses qui reviennent. C'est que ce qui va bien pour eux, c'est comme ils sont confrontés à une très grande difficulté pour trouver des remplaçants, il n'y en a pas. Et bien en fait, ils vous passent un coup de fil, voilà, je m'en vais 8 jours, machin, je vais 15 jours, est-ce que tu peux prendre mes patients? Quand ça se passe comme ça, c'est bien. Quand c'est juste un écriteau en disant, bon, en cas d'absence, allez au centre de soins non programmés, ça c'est moins bien. Mais ça, c'est un des avantages. Ça leur permet de prendre des week-ends anticipés. Si vous voulez de joindre, il y a des médecins à partir de vendredi 10h, 15h, 14h, c'est très compliqué de les joindre. Donc ça les aide. Et puis, ça leur permet de dériver des patients qui ne peuvent pas prendre en charge ou qui ne veulent pas. Ça, c'est un phénomène qu'on connaît aussi aux urgences, qu'on retrouve dans les centres de soins non programmés. Donc, à l'usage, c'est quelque chose qui se tasse, la critique des médecins généralistes, quand ils y trouvent du sens.
La deuxième chose, c'est pour ceux qui bossent, quelles sont les raisons du succès? Pour ceux qui bossent, le motif qui revient quand on leur dit « mais pourquoi tu as décidé de travailler dans le centre de soins non programmés? C'est quoi qui t'a intéressé là-dedans? Est-ce que c'est très différent de la médecine que tu faisais avant ?» La première chose, c'est le poids des structures. C'est-à-dire que les gens disent bah, « j'ai plus le poids de la structure. J'ai plus la structure qui me contraint à chaque fois dans mon exercice et j'ai pas de hiérarchie. » Donc ça, c'est quand même un motif qui revient assez souvent sur le choix de ce travail-là. Un des autres arguments, c'était la maîtrise de l'outil de travail. Bon, là, j'ai mis un point d'interrogation parce que c'est très relatif, hein, la maîtrise de l'outil de travail. Oui, on peut décider de l'horaire, on peut décider des jours d'ouverture, mais il y a quand même des contraintes externes qui demeurent. Par contre, l'autre chose qui revient, qui est très prégnant, c'est cette volonté, on l'a revu un peu dans les présentations précédentes, qui touche un peu ce mouvement sociétal, c'est le travail à temps partiel, c'est-à-dire je peux choisir de travailler tel jour à tel endroit, là je vais faire plutôt ceci, là je vais faire plutôt ça. Donc cette variété et la possibilité de travailler sur des jours et des horaires réguliers. Ça, c'est une demande aussi, c'est un des motifs qui est exprimé par le personnel qui y travaille. Quels sont les secrets du succès pour les services d'urgence? Les services d'urgence, quand il y a un centre de soins non programmé à côté, ça leur permet de se reconcentrer un peu plus sur la médecine d'urgence. Effectivement, les patients qui sont là ne sont pas des patients forcément graves. S'ils nécessitent une hospitalisation, ils sont transférés dans un service d'urgence et ils sont pris en charge par les urgentistes. Donc, c'est un peu l'intérêt de ça. Et ça peut réduire l'affluence journalière. Je dis ça parce que, si je prends mon exemple, nous, on ne prend pas trop la patientèle des médecins généralistes qui sont autour de moi. Par contre, moi, je travaille à 20 minutes d'un service d'urgence privé. Donc, je suis quand même allé rencontrer les urgentistes, du coup, en disant, bon, ça ne te gêne pas trop que je te prenne les sutures ou que je te prenne machin. Et la première réflexion, ça a été, ah non, mais moi, si tu m'enlèves 4 ou 5 patients par jour, ça me va très bien. C'était ça, la réflexion. Ça n'a pas été, on est en concurrence. Donc, finalement, c'est plutôt pas mal vu. Quel intérêt pour les SAS? Là, les SAS, c'est compliqué. Vous savez la difficulté du développement des SAS. Je pense que le principal intérêt pour les SAS, c'est d'être un nouvel effecteur dans la ville. C'est de pouvoir répondre à la demande de soins de ville pour lesquels ils sont sollicités. Pour les médecins spécialistes, l'avantage, j'ai jamais entendu une critique d'un médecin spécialiste. C'est-à-dire que les médecins spécialistes, ça permet de développer leur filière. Ils ont des patients qui sont encadrés, qui connaissent, ils savent d'où ils viennent. Ils arrivent à se les rajouter, soit sur une consulte quand on les appelle, soit ils programment direct leur hospice. Pour eux, ça augmente leur filière de soins, ça augmente leur file active, donc ils sont très contents là-dessus. Alors pour les gouvernements, je vous mets en fait une réflexion. Un des conseillers d'un de nos anciens et innombrables ministres de la Santé qui nous ont précédés, quand j'avais posé la question de quid des centres de soins non programmés, ce conseiller m'avait dit « les centres de soins non programmés n'existent pas, mais ils voient des gens et ne nous demandent pas d'argent ». Voilà. Donc je vous laisse avec cette réflexion-là qui, moi, m'a un peu coupé les jambes, mais voilà. Alors, les raisons de la colère, maintenant. C'est quoi qui fait rugir un peu les gens contre les centres de soins non programmés? Pour les patients, très peu de critiques. Les gens, on retrouve les mêmes causes urgences. C'est « ah, mais quand même, c'était long, ça fait 45 minutes que je suis là, vous ne m'avez pas pris, c'est un peu long ». Bon, on retrouve les mêmes plaintes. Voilà. Pour les médecins traitants. Alors, pour les médecins traitants, leur idée, c'est que ça favorise le consumérisme médical et que ça aspire les consultations à faible charge mentale, les angines, etc. C'est pas faux. On trouve ça aussi. Il y en a beaucoup. Donc, on ne peut pas nier ça. Maintenant, de ce que j'en vois moi, de ce que j'ai pu voir des centres, ça reste quand même à la marge. Et de toute façon, l'idée, c'est de dire, si vous ouvrez des créneaux sans rendez-vous, ces patients-là, vous allez les retrouver. Pour l'instant, c'est difficile. Alors, ils font du soin non programmé, mais par téléphone, parce qu'en fait, ils veulent favoriser leur propre patientèle, ce que je comprends. S'ils ouvrent des créneaux, quand vous discutez avec eux, vous leur dites, mais pourquoi tu ne vous remets pas 2 heures par semaine ou 2 heures tous les 2 jours de consultation non programmée? C'est l'affluence. C'est que très vite, ils sont submergés par des patients qui ne sont pas les leurs. Et leur dit, mais moi, je préfère faire des soins non programmés pour mes patients. Ah, je dis, ça, c'est autre chose. C'est toi qui choisis, c'est autre chose. Donc, l'idée, c'est ça. Ce qu'on retrouve aussi comme réflexion, c'est on ne sait pas comment les intégrer dans les CPTS. Là, je répondrai, c'est CPTS dépendants. Il y en a qui arrivent très bien à les intégrer. L'idée, je pense, pour les patients, c'est que ça soit fléché. C'est où aller quand j'ai besoin de consulter. C'est ça qui est important. C'est le fléchage et la coordination dans les CPTS. Et les CSNP doivent assurer le PDSA. J'ai déjà entendu cette réflexion. Pour moi, c'est un non-sujet. C'est un truc on peut en discuter, mais ça ne mérite pas de faire une polémique là-dessus. C'est des choses qui se posent tranquillement. Il n'y a pas de voilà, c'est un non-sujet pour moi là-dessus. Pour ceux qui y bossent,
Tous ceux qui travaillent dans les centres de soins non programmés, ils ont cette crainte du modèle économique fragile. C'est-à-dire très souvent, ils sont à temps partiel, ils travaillent sur d'autres établissements parce que le secteur 1 couvre difficilement les charges engendrées par ces centres-là. Et là-dessus, ça rejoint des revendications de certains syndicats médicaux où vous avez par exemple des actes qui sont faits qui ne sont pas rémunérés, comme le MEOPA, ou mal rémunérés. Donc ça, c'est tout un travail qu'il faudrait faire pour stabiliser ça. Les raisons de la colère pour les services des urgences, réflexion qu'on a entendue plusieurs fois, c'est les centres de soins non programmés nous spolient les médecins urgentistes et aggravent la pénurie de RH. Bon, moi je dirais deux choses, c'est que, un, quand vous avez un médecin qui veut partir, c'est très difficile de le retenir. Deux, je pense qu'intellectuellement, c'est plus sain de s'attacher à comment je garde l'attractivité, comment je fidélise un médecin pour qu'il soit content de travailler chez moi, plutôt que de l'empêcher d'aller bosser ailleurs. Intellectuellement, comme façon de fonctionner, ça me convient mieux. Pour les SAS, quand on discute, ils disent on ne sait pas comment les intégrer dans les CPTS et ils nous renvoient souvent, pour ceux qui sont détracteurs des centres de soins non programmés, c'est de toute façon vous n'existez pas, vous n'avez pas d'existence légale, donc on ne peut pas tenir compte de vous. Pour les médecins spécialistes, j'ai jamais eu aucune remarque négative sur les centres de soins non programmés. Jamais. Quel que soit orthopédiste, viscéral, uro, il y en a jamais un qui m'a dit mais c'est quoi cette merde que vous m'avez fait, les patients ne sont pas... Jamais, c'est jamais arrivé. Et pour le gouvernement, quand c'est quoi qui reproche au centre de soins non programmés, la réponse, elle fuse, mais comme un seul homme, c'est on a besoin de médecins traitants, on n'a pas besoin de vos centres de soins non programmés. Point. Pas de discussion. Voilà, je finirai avec deux diapos, et je m'excuse d'avoir un peu débordé. Les deux diapos de conclusion, c'est ces centres de soins, pour moi, ils ont du sens à certaines conditions. Ils ont du sens s'ils permettent surtout aux concitoyens de pouvoir se soigner en temps et en heure, quand ils en ont besoin. Donc c'est de redonner un accès aux soins, ça c'est la première, une des réponses, on a vu qu'il y en avait d'autres cet après-midi, mais ça peut être une des réponses. C'est de permettre la prise en charge des patients qui ont besoin d'un petit plateau technique. On n'a pas besoin d'un avis ultra spécialisé pour chaque pathologie, d'un plateau technique de ouf pour chaque pathologie. Ça a du sens si ça évite d'envoyer les patients aux urgences, diagnostic fait. C'est donc utiliser les filières, utiliser les modèles d'hospitalisation non programmés, de créer vraiment des filières qui font sens. Si ça permet aux urgentistes de se recentrer sur leur service, sur leur médecine, sur leur spécialité, c'est parfait. Si ça permet de pouvoir travailler avec les médecins traitants au sein de CPTS, c'est idéal. Et ça, on y arrive. On n'y arrive pas au début, mais au bout d'un an, 2 ans d'ouverture, 3 ans d'ouverture, on finit par trouver un fonctionnement qui est très satisfaisant pour tout le monde. C'est de collaborer avec le SAS et le SAMU, à mon avis, ça me paraît incontournable, ça ne me paraît pas discutable. Ça permet de tenir compte à cette aspiration qu'ont les nouveaux soignants, médecins et paramédicaux, d'avoir un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Et ça a du sens si on peut fonctionner avec un modèle économique lisible et durable. Par contre, les centres de soins non programmés n'ont pas de sens s'ils font que ce qui existe déjà, s'ils font de la consultation en abattage avec 80 patients par jour, je ne vois pas trop l'intérêt. Si ça fonctionne tout seul, c'est-à-dire moi je m'installe, en gros, démerdez-vous, je fais ce que je veux, et puis peu importe les gens qui sont autour de moi. Si ça ne tient pas compte de l'évolution sociétale sur cette aspiration à une nouvelle qualité de vie en dehors du travail, et là vous me permettrez un dernier argument qui est un peu plus personnel et plus politique, mais ça n'a pas de sens si ça participe à perdurer la financiation de la santé, qu'on trouve déjà avec les EHPAD, la clinique, la biologie et la radiologie. L'objectif, il faut vous le rappeler, de ces centres, c'est quand même de soigner la population. Quand on monte des centres qui ont d'autres intérêts financiers, le but c'est d'ouvrir des centres, c'est plus de soigner les gens, peu importe les gens ce qu'ils font et pourquoi ils y viennent. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition.